Bienvenue dans ce nouveau numéro de Station Europe. Les jeunes s'intéressent-ils à la politique? Veulent-ils influencer le monde dans lequel ils vivent? Et si c'est le cas, cela passe-t-il encore par les partis politiques? On en parle avec Émilie Van Hooft, politologue à l'ULB, Yasmina Aboudar, coordinatrice d'un collectif jeune, et Benoît Ludgen, député européen. Voici Station Europe. On se retrouve sur le plateau du Parlement européen à Bruxelles. Et tout d'abord, je vous présente Benoît Ludgen. Merci d'être avec nous. Vous êtes député européen, membre des Engagés, bourgmestre de Bastogne également. Bastogne qui va organiser tout prochainement un colloque sur la démocratie. On en parlera probablement dans quelques instants. Et avec nous également Yasmina Aboudar. Vous êtes coordinatrice de projet chez Debagora. Debagora, ça a été créé par l'ULB et par l'UC Louvain. C'est une espèce de collectif jeune. Et votre idée, c'était précisément d'aller frapper aux portes des écoles et de proposer aux jeunes, aux étudiants, de réfléchir à la politique. C'est un peu ça? Oui, tout à fait. En fait, on est parti vraiment d'un constat que les jeunes marquaient une défiance importante envers le politique. Donc c'est le premier constat. Et le deuxième constat, c'était l'école, effectivement, n'avait pas finalement les moyens, était un peu démunie pour les amener à parler de la politique. Comment les amener à parler de la politique autrement que d'un point de vue théorique, en fait. Et donc c'était de leur apporter un nouveau mode, une nouvelle manière d'aborder la politique. Dans un mode d'expérimentation. Et donc vous avez organisé durant plus de 6 mois une opération, 300 jeunes à peu près y ont participé, des jeunes de la fin du secondaire, et ils ont réfléchi à des questions politiques, à une thématique en particulier qui est les inégalités. Oui, tout à fait. Donc les jeunes, c'était le sujet de cette première année, de cette première édition, c'était les jeunes face aux inégalités. Et donc ils se sont emparés de cette thématique-là en parlant de leurs inégalités auxquelles ils faisaient face, en fait, et de les mettre en avant et d'avoir envie d'interpeller les politiques sur les sujets qui les touchaient particulièrement. Donc inégalité sociale, inégalité entre hommes et femmes. Je vois qu'ils se sont intéressés en particulier à la taxe rose. C'est quoi la taxe rose? Alors la taxe rose, c'était de montrer finalement, ils trouvent un peu injuste, c'est le marketing de genre finalement qui est mis en avant. Et c'est de montrer que finalement, pour une même fonctionnalité, un même produit, s'il est destiné à une femme ou à un homme, va coûter évidemment plus cher pour une femme que pour un homme. Un rasoir, par exemple. Voilà, un rasoir, par exemple, tout à fait. Et alors, c'était de marquer, et ils ont mis vraiment en avant cette double peine qu'avaient les femmes, c'est-à-dire qu'elles ont aussi un salaire souvent moins élevé que les hommes. Et en plus, elles ont un marketing qui les fait, le commerce qui les fait payer beaucoup plus cher les rasoirs, entre autres. Et donc voilà, c'est ce marketing de genre qui était mis en avant. Et alors, en fin de parcours, ces jeunes ont été invités au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Oui. Et ils ont interpellé des hommes et des femmes politiques. Ils ont fait des propositions également. Comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé ou dialogue de sourds entre les jeunes et les politiques? Non, ça s'est plutôt très bien passé, en fait. C'était assez intéressant à voir. Les élèves se sont vraiment emparés de leurs propres propos. Ils ont vraiment creusé leur sujet. Et ils sont venus y affronter les politiques. Comme ça, j'étais assez impressionnée par eux. Et puis alors, ce que j'ai trouvé aussi très intéressant, c'était de voir aussi que les politiques eux-mêmes avaient joué le jeu, en fait, de venir à l'écoute et d'aller à l'écoute des jeunes et d'entendre des jeunes qui n'ont pas forcément les codes du politique et de les entendre. Benoît Ludgen, cette défiance du citoyen à l'égard du politique, c'est pas nouveau, c'est pas l'apanage des jeunes non plus. Est-ce que parfois vous vous dites c'est trop injuste et vous jouez au petit Calimero Non, sûrement pas personnellement en tout cas. C'est pas nouveau, comme vous l'avez dit. J'ai commencé mon engagement politique il y a un peu plus de 15 ans. On entendait déjà la même chose à peu de choses près. Mais si on regarde les chiffres, malheureusement, ça ne fait que croître. Que ce soit dans la population en général ou singulièrement chez les jeunes, cette défiance à l'égard du monde politique. Alors je peux trouver ça injuste à l'égard des mandataires locaux notamment, qui s'engagent, qui prennent des responsabilités comme conseillers communaux et qui consacrent une partie de leur énergie et de leur temps. Ils ne le font certainement pas pour des intérêts particuliers, ils le font par intérêt général de leur commune et on croit qu'ils gagnent des sommes folles alors que ce n'est pas du tout le cas. Maintenant, je pense qu'il y a un aspect de code, comme ça vient d'être exprimé. C'est clair que le jargon politique, c'est vrai aussi d'ailleurs dans le jargon
jargon administratif et autres, il y a parfois une espèce d'obstacle déjà de compréhension dans l'expression que l'on peut avoir. Donc on doit certainement faire attention à cela. Par-delà, moi je salue l'initiative, elle est très bien puisqu'elle brasse finalement des jeunes qui sont issus de différents réseaux, des différentes formations professionnelles d'éducation au niveau de Bruxelles pour pouvoir réfléchir ensemble. Ça prend du temps la politique, aussi de s'intéresser à un sujet en profondeur, bah oui, ça prend un peu de temps. Ça veut dire qu'on doit y consacrer une partie de son énergie pour essayer de comprendre, d'analyser, et puis après de voir quelles sont les propositions qu'on peut émettre. C'est peut-être ça parfois aussi qui est un obstacle. C'est quand on se rend compte que oui, effectivement, ça prend plus de temps qu'on ne pensait, mais ça évite les solutions simplistes. Je vois ça au niveau local. Au niveau local, il y a effectivement toute une série de jeunes qui s'engagent dans la politique. Quand je dis dans la politique, qui s'intéressent à la chose publique. C'est pas nécessairement se présenter, c'est pas nécessairement s'engager jusqu'à être soi-même élu. Mais vous feriez précisément la distinction, il y a une défiance vis-à-vis de la classe politique, vis-à-vis des partis politiques. Ouais, je pense. Ce qui ne veut pas dire que les jeunes sont dépolitisés. Pas du tout, d'ailleurs, différentes études l'ont montré, notamment au niveau de l'Organisation des Nations Unies, qui montre très bien que l'intérêt pour des enjeux publics est certainement aussi grand aujourd'hui. Par contre, il y a une défiance à l'égard de la classe politique ou des partis politiques en tant que tels. Une espèce parfois, vous donnez quand même vous donnez le bâton pour vous battre, hein, parce que des affaires comme le scandale du Qatargate qui a éclaboussé le Parlement européen, ça n'aide pas à créer un climat de confiance avec le citoyen. Ça n'aide certainement pas. Je ne vais pas vous dire le contraire. Maintenant, ce qu'on doit dire aussi par rapport à l'engagement en tant que tel, je pense que par rapport à des phénomènes de société, aujourd'hui, l'engagement, il est encore important dans l'ensemble de la population, mais il y a un zapping beaucoup plus important qu'auparavant. Deuxième élément, je pense que, oui, être dans une formation politique, par définition, à un moment donné, on fait consensus entre nous. Moi, je ne suis pas d'accord à 100% avec l'ensemble des propositions de ma formation politique. Mais ça fait partie du débat. Et puis, à un moment donné, collectivement, on porte un projet ensemble, avec toute une série de propositions. Il faut pouvoir accepter, ça je pense que ça devient difficile dans la société, d'accepter parfois, je ne dis pas chez les jeunes, je pense en général, d'accepter qu'effectivement, oui, toutes mes idées telles que je les souhaite ne sont pas reprises. Oui, non, il y a la confrontation à l'autre, et la confrontation à l'autre, ça demande aussi de pouvoir soi-même avancer et tenir compte de l'avis de l'autre par rapport à mon propre point de vue et à ma propre opinion. C'est parfois ça qui est compliqué dans la société aujourd'hui, où chacun voudrait effectivement gérer seul parfois l'ensemble des éléments. Alors, on va rejoindre à présent en duplex Émilie Van Haute. Merci d'être avec nous. Vous êtes politologue, professeure à l'ULB, chercheuse au centre de recherche du CEVIPOL. Alors, Émilie Van Haute, entre les jeunes et la politique, vous diriez que c'est « je t'aime, moi non plus » ? Je dirais qu'en effet, tout n'est pas rose et tout n'est pas noir. C'est-à-dire que les études le montrent, les jeunes sont... on le sait, un petit peu moins intéressés par la politique, et c'est en effet aussi normal. Ils ont encore beaucoup de choses à apprendre, et donc il y a encore une distance par rapport au monde politique, notamment parce qu'ils n'ont pas encore participé au processus électoral. Donc un intérêt un peu moins fort, mais qui généralement croît avec le temps. Une confiance aussi moins forte envers le politique, même si parmi toutes les institutions, c'est pas nécessairement celle envers laquelle la confiance est la plus basse. Les médias aussi ont un score relativement bas. Mais par contre, les jeunes, on le sait, sont satisfaits aussi, plus satisfaits d'un certain nombre de politiques publiques menées, c'est-à-dire un peu moins désabusés que leurs aînés face aux politiques publiques menées sur le terrain. Et puis, ils ont aussi une capacité d'engagement. Alors, peut-être pas l'engagement institutionnalisé tel qu'on le connaît envers les processus électoraux ou envers les partis politiques, mais un engagement dans des formes de participation institutionnalisée. On peut penser par exemple à la manifestation, à la signature de pétitions, au boycott de certains produits, au boycott, c'est-à-dire le fait d'acheter avec des raisons politiques derrière ou consommer de manière politique. Donc on voit que sur des formes d'engagement, les jeunes sont davantage engagés que leurs aînés, mais en retrait par rapport aux formes plus institutionnelles. Mais donc en caricaturant, en schématisant, on pourrait dire que les jeunes sont plus poussés à manifester dans les rues qu'à s'engager dans un parti politique. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on le voit, les partis politiques éprouvent des difficultés à aller recruter aussi des membres des jeunes sur le terrain. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils mettent en place des organisations de jeunesse. C'est pour aussi pouvoir se déployer sur le terrain parce que les jeunes ont tendance à davantage se tourner vers
des formes de participation plus directes, plus instantanées, plus aussi limitées à l'une ou l'autre cause, qui peut peut-être leur donner un sentiment d'efficacité plus fort. Hein. Quand on s'engage dans un parti politique, c'est pour un projet de société large. Comme on l'a dit, ça prend du temps. Et donc, ces éléments-là arrivent peut-être plus tard dans la vie, au moment où on a une socialisation politique plus marquée. Est-ce qu'il y a des partis politiques, en Belgique en particulier, qui échappent au rejet des jeunes? Je pense à Écolo. Il y a des partis politiques qui recrutent davantage auprès de jeunes, notamment à travers leurs organisations de jeunesse. Vous avez mentionné Écolo, mais le PTB aussi est extrêmement actif sur le terrain, notamment à travers ses organisations de jeunesse. Et dans les urnes aussi, même si ça fait bientôt 5 ans qu'on n'a pas voté et qu'on a énormément de primo-votants qui vont s'exprimer maintenant, on verra en 2024 si ce sont toujours les mêmes formations qui bénéficient d'un soutien plus marqué des jeunes. Vous avez des conseils à donner à Benoît Lutgen s'il veut séduire les jeunes avec son parti désengagé? Je pense que le travail de terrain est ce qui permet le mieux de créer un contact direct. Donc, je dirais terrain. Pour faire le lien avec le projet d'Ebagora, aussi investir, et là plutôt comme représentant, dans l'éducation aux politiques à l'école. Merci Émilie Vanaud. Vous restez avec nous, bien sûr. Benoît Lutgen, peut-être une réaction à ce que vient de dire cette politologue. Comment vous faites, vous, pour essayer de séduire les jeunes? Je ne sais pas de les séduire. Je pense qu'il ne faut pas essayer de les séduire. Ce serait la pire des choses à faire. Je pense que ça mérite mieux que cela. Le plus important, c'est effectivement d'être au contact et à l'écoute. Alors, au niveau local, c'est plus facile, reconnaissons-le. Pourquoi? Parce que par rapport à des projets très concrets, on peut associer l'ensemble de la population sur des thèmes qui sont portés par des jeunes, de pouvoir les écouter et accompagner une demande qu'ils pourraient avoir, parce qu'il y a ce contact direct avec eux. Ça, c'est une première chose. 2, on l'a vu au niveau des engagés, notamment Il fera beau demain. Il y a beaucoup de jeunes qui se sont mobilisés, qui sont venus, qui ne sont pas du tout politisés, et qui ne le sont sans doute déjà pas non plus maintenant, hein, par la suite, mais qui sont venus sur un thème particulier. Parce qu'il y avait de la participation, parce qu'ils pouvaient effectivement influencer une décision par rapport à des propositions et un projet politique. On a vu toute une série de jeunes comme ça venir dans des débats qui étaient des débats en multivision, etc. et parfois sur le terrain aussi. Au passage, il ne faut pas tomber dans les idées reçues. Le CDH, formation politique que j'ai présidée en 2014, dans la tranche des jeunes, on était la meilleure formation politique à ce moment-là. Donc, d'après un sondage qui avait été fait après les élections. C'est plus le cas aujourd'hui. Alors, je n'en sais strictement rien. On verra bien au niveau on verra bien ça dans les urnes. Moi, je crois que le débat mérite mieux que d'essayer de ramener ça en essayant de gagner 3 voix chez les jeunes. C'est un enjeu démocratique beaucoup plus large, beaucoup plus important. Moi, je défends une idée notamment de pouvoir avoir des classes citoyennes. Alors, c'est quoi les classes citoyennes et les classes vertes? C'est de partir d'un endroit de la Belgique, un endroit de mémoire, il y a Bastogne, mais il y en a d'autres, et pendant 2-3 jours, de pouvoir, avec des jeunes de différents horizons du pays, mais même parfois au niveau européen, d'échanger sur la démocratie, sur toute une série d'enjeux, que ce soit des enjeux sociaux, environnementaux et autres, et puis repartir aussi dans son quartier, dans son village, avec des idées concrètes pour faire vivre la démocratie, pour faire gagner la tolérance, pour amener effectivement des projets pour la jeunesse. Parce que je pense que c'est dans la durée qu'on peut aussi travailler. Et je crois beaucoup aux rencontres. Et c'est donner la possibilité à chacune, à chacun. Je crois que cette dimension-là, elle est importante. On voit qu'il y a des jeunes qui s'engagent, mais ils sont souvent issus de familles, de toute une série d'endroits où il y a déjà de l'engagement en tant que tel. C'est important de ne laisser personne au bord de la route et de faire en sorte que tous les jeunes puissent être concernés quelque part par des projets, pour eux, pour l'ensemble de la société. On voit quand même qu'il y a vraiment une angoisse de la part des partis politiques et de l'Europe également à l'égard de cette défiance du citoyen. C'est plus que ça. Si je peux me permettre, c'est plus que ça, parce qu'on voit, que ce soit au nord du pays chez nous, que ce soit en France, que les votes des jeunes basculent vers les extrêmes, l'extrême droite ou l'extrême gauche. Une partie d'entre eux, en tout cas non négligeable. En Flandre, le Vlaams Belang était le premier parti à un moment donné chez les jeunes. Madame Le Pen a connu également un succès très important. Donc je crois que c'est un enjeu. Et un sondage tout récent montre que si les Français devaient voter aujourd'hui, ils éliraient Marine Le Pen devant Emmanuel Macron. Donc il y a une défiance à l'égard des partis politiques, mais une défiance également beaucoup plus générale à l'égard de la démocratie. Ça rejoint d'ailleurs un petit peu le débat que vous allez mener à Bastogne dans quelques semaines, qui est intitulé « La démocratie face à ses ennemis ». Bien sûr, mais je pense que les ennemis se trouvent parmi nous parfois, autour de nous.
Moi, je crois beaucoup, à partir du moment, et l'Europe a un rôle à jouer, à partir du moment où l'Europe sera vraiment une chance pour chaque habitant, pour chaque citoyen, où qu'il se trouve géographiquement, quelle que soit sa situation sociale, et que ce ne sera pas simplement un sentiment, ce sera une réalité, je pense qu'on aura beaucoup gagné. On aura gagné d'abord pour la qualité de vie de chacun, mais sur le plan démocratique, on évitera des votes de rejet. Parce que plus on est éloigné d'un hôpital, de services publics, de toute une série d'enjeux comme ceux-là, ou de représentants, plus on a tendance à voter pour l'extrême droite ou l'extrême gauche. Bon, Émilie Van Hooft, on revient vers vous. Est-ce que la démocratie a de plus en plus d'ennemis? Alors, je dirais qu'il y a en tout cas une difficulté au sein aussi de la classe politique, et pas uniquement d'ailleurs des citoyens, à travailler à une forme de démocratie qui travaille au compromis. On est dans une époque où on est fortement caractérisé par la polarisation idéologique, mais aussi la polarisation et le conflit dans la manière de communiquer, interagir. Et donc, à partir du moment où on a une classe politique qui légitime cette manière de fonctionner, on a aussi des citoyens qui fonctionnent de cette manière-là. C'est-à-dire qu'ils ont un rapport aux politiques qui est un rapport conflictuel, contestataire, et qui génère aussi alors un vote protestataire et conflictuel. Mais par exemple, quand vous voyez que dans certains sondages, de plus en plus de citoyens en Belgique ou ailleurs disent qu'ils espèrent un pouvoir fort, ça c'est quelque chose qui vous inquiète ? Non, parce que là, c'est aussi tout un débat dans l'espace scientifique de savoir comment est-ce qu'on pose une question dans un sondage et qu'est-ce que ça peut amener comme type de réponse. Et qu'en l'occurrence, il y a sans doute aussi une question d'interprétation des réponses. Et que, par contre, quand on demande si la démocratie est le meilleur système politique, là, on a des taux relativement stables. Et donc, ça dépend aussi de la manière dont on pose les questions dans un questionnaire. Voilà, ça démontre peut-être en tout cas qu'il y a une volonté de la part des citoyens d'avoir quelqu'un qui décide, c'est-à-dire d'avoir quelqu'un qui mène des politiques publiques, des gouvernements qui mènent des politiques publiques et qui délivrent en termes de services, comme M. Lidjen venait de le dire. Je pense que c'est aussi un élément important. On voit que là où les citoyens sont les plus polarisés, c'est-à-dire là où les citoyens ont le plus de rejet du politique et rejet aussi des autres et des autres idées que les leurs, c'est là où on a des inégalités les plus fortes et là où on a des services publics les plus délaissés depuis 5, 10, 15 ans. Émilie Van Hooft, merci d'avoir été avec nous dans cette émission. On continuait bien à travailler sur ces relations entre les jeunes et la politique. Benoît Ludgen, on sait qu'à partir de l'année prochaine, les jeunes qui ont 16 ans vont pouvoir voter aux élections européennes. Ce ne sera pas une obligation, mais ils auront le droit de voter. Ça, c'est une bonne chose ? J'aurais préféré à ce moment-là l'obligation, parce que je ne vois pas pourquoi on crée une différence entre les jeunes et les autres en disant quand j'ai entre 16 et 18 ans, je ne suis pas obligé d'aller voter, à partir de 18 ans, je suis obligé d'aller voter. Donc ça, je ne comprends pas cette décision-là. Je le dis très clairement. Maintenant, je pense que c'est un enjeu qui est un enjeu important, mais pour pouvoir donner l'ensemble des informations nécessaires à des jeunes qui aujourd'hui ont 15 ans et vont voter l'année prochaine. Autre élément, je pense qu'il y a un point d'attention aussi, parce qu'à partir du moment où on considère qu'un jeune a 16 ans à l'ensemble des connaissances suffisantes que pour pouvoir poser un choix, on touche à la majorité, pour moi, en tant que tel aussi, sur le plan judiciaire. Aujourd'hui, on considère qu'un jeune qui a 16 ans n'est pas responsable à 100% de ses actes dans certaines circonstances, et en même temps, on dit qu'il a quelque part la maturité suffisante que pour voter. C'est pour ça que j'avais des réserves par rapport à ça. Maintenant, la décision est prise. Je pense que le plus important, vu que la décision est prise, c'est effectivement de pouvoir se déployer et de donner toutes les informations, comme je vous le disais, nécessaires, et que chacun prenne conscience que c'est important, effectivement, d'aller voter. J'aurais préféré qu'on commence au niveau local, je pense, pour une tranche d'âge comme celle-là, parce qu'on voit très bien l'intérêt pour l'enjeu local. Il est plus facile, me semble-t-il, qu'un enjeu européen. Alors, on va retourner à cette expérience d'Ebagora avec une petite vidéo que l'on va regarder. C'est une vidéo qui a été réalisée par l'Institut de la Providence sur la thématique des inégalités, et en particulier les inégalités au travail, la question de la discrimination à l'égard des étrangers et tout simplement des personnes qui ne sont pas blanches. On regarde et on en parle juste après. Bonjour. Bonjour.
Allez-y, présentez-vous. Je m'appelle Milka Mayaka, j'ai 22 ans et je viens d'être diplômée en auxiliaire administratif et d'accueil. Ok, très bien. Et donc du coup, j'imagine que vous avez appris le français récemment? Non. Vous êtes sûr? Oui, c'est ma langue maternelle. Ah oui, je n'avais pas vu, oui, effectivement, oui. Oui, c'est juste que j'avais votre lettre de motivation sous les yeux et voilà, enfin... Très bien. Et concernant vos disponibilités, ça demande énormément de disponibilité, vous les avez? Oui, je les ai. Et de souplesse aussi. Il n'y a pas de problème avec ça. Excusez-moi, je vais vous poser la question directement et franchement, mais vous n'allez pas rentrer en congé maternité d'ici 2 mois. Alors? Je vous ai perturbé avec ma question pertinente? Je te parle, il n'y a pas de Est-ce que tu as conscience que cette entreprise n'est pas pour toi ou pas du tout? Tu sais, nous sommes une entreprise bien comme il faut ici. C'est clair? Nous n'embauchons ni femmes ni noirs. D'accord? Tu m'entends? Je comprends pas. Je te parle. Oh! Milka! 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 Retour sur notre plateau au Parlement européen à Bruxelles, Yasmina Boudar. Vous avez senti que les jeunes pouvaient être scandalisés face à certaines inégalités, certaines situations? Les inégalités au travail sont vraiment revenues, cette discrimination à l'emploi, chez les jeunes, c'est vraiment quelque chose qui était à l'avant de la scène. On avait plus d'une 60aine d'élèves qui s'étaient vraiment intéressés à ce sujet-là. Donc, vous l'avez vu, hein, ils dénoncent réellement ce qu'ils vivent, en fait, ce qu'ils vivent au quotidien. Et ça, je trouve que c'était essentiel de le mettre en avant. Je pense qu'ils l'ont bien mis en avant et qu'ils l'ont bien exprimé. Et que c'est là l'intérêt du projet, c'est de pouvoir leur donner un espace de parole, leur offrir cet espace de parole pour qu'ils soient enfin entendus publiquement. Et c'est super bien réalisé, hein, ce clip. Oui, il a été soutenu. Et ils ont été soutenus et encadrés par l'école de tous. Hein, il me semble que c'est avec eux. Et donc, oui, ils ont très, très bien mener leur projet. Ouais. Les inégalités, thème qui revient très souvent ici au Parlement européen, évidemment, à tout niveau, quoi. Bien sûr, mais là c'est très concret. Je trouve que c'est vraiment très très bien que le clip est de grande qualité. Mais au-delà de la grande qualité, c'est la réalité donc, de ce qui peut se produire à certains endroits. Et je crois que c'est vraiment important qu'on ne trouve jamais qu'on puisse encore s'indigner. S'indigner, c'est quelque chose d'important. Alors c'est peut-être davantage vrai quand on est jeune que plus tard dans sa vie, mais on doit être tout le temps. Alors l'indignation, c'est pas suffisant. Après, il faut pouvoir s'engager, aller plus loin que simplement faire le constat et de dire ça ne va pas. Après, il y a l'aspect de la proposition. Ce qui est intéressant dans la démarche, et franchement, je la salue et bravo, c'est justement ça, c'est de dire ok, on fait des constats. Il y a une forme d'indignation qui est bien légitime et bien normale et qu'elle soit exprimée fortement. Mais après, c'est de dire comment effectivement. Comment régler ce genre de situations qui sont absolument abominables et honteuses, de discrimination au travail, de discrimination à l'égard des femmes notamment. Et tout récemment, le Parlement européen s'est prononcé sur un texte sur la transparence des salaires et la différence de salaire qui reste énorme entre hommes et femmes au niveau européen. Oui, il y a 15 jours, on a voté effectivement un texte pour l'égalité absolue. Hein, donc, c'est une évidence tellement grande que c'est presque choquant de devoir le dire ok, oui, c'est juste normal qu'il y ait une égalité de salaire. Oui, c'est juste normal. On va enfin y arriver, quoi. J'espère qu'on va y arriver dans le sens où maintenant le Parlement a pris cette décision, puis après il faut traduire ça évidemment dans l'ensemble des obligations nationales pour chaque pays. On voit d'ailleurs au niveau européen qu'il y a encore une différence très forte entre certains pays de l'Est et le reste de l'Europe de l'Ouest à l'égard du rapport homme-femme, de l'égalité homme-femme, non seulement par rapport au salaire, mais ça ne concerne pas que les salaires. C'est aussi la réalité de l'embauche en tant que telle ou d'autres formes de discrimination qui peuvent intervenir. Yasmina Boudar, l'expérience d'Ebagora ne se termine pas là, hein. Elle va recommencer l'année prochaine. Sur quel thème? Alors le thème de l'année prochaine, c'est la place des jeunes dans les villes. Donc un sujet peut-être un peu plus porteur de propositions, en tout cas, et pas de dénonciation, forcément. Parce que c'est vrai que le thème des inégalités, on a été fort dans la dénonciation et dans le fait de pointer ce qui n'allait pas. Et ici, on prend un autre axe, et c'est la place des jeunes dans la ville, et il y aura plein de possibilités. Et alors, les jeunes, les écoles se battent pour participer à cette expérience ou bien vous devez les démarcher
Là, du coup, on doit relancer l'appel à candidature. Mais la première année, on avait quand même eu une quinzaine de candidatures. On a dû sélectionner malgré tout, en n'étant pas spécialement mis sur l'avant de la scène. Et donc là, maintenant, on va voir. Mais voilà, on lance l'appel à candidature aux écoles et puis on voit quel est le nombre d'écoles qui vont s'inscrire et quelles écoles. Mais c'est à Bruxelles essentiellement pour l'instant. Alors l'Europe, Benoît Ludgen, a aussi essayé de sensibiliser les jeunes en particulier, mais pas que, les citoyens européens à travers cette grande conférence sur l'avenir de l'Europe. C'était l'an dernier, des milliers, des dizaines de milliers de citoyens ont exprimé la manière dont ils rêvaient l'Europe de demain. Est-ce que ça donne des résultats ou est-ce que c'était une grande usine à gaz? Un peu les deux. Donc il y avait un côté grande usine à gaz, en tout cas pour ceux qui ont participé par moment, parce que les débats étaient extrêmement longs, extrêmement fastidieux. C'est normal. Mais il y a des propositions très concrètes qui sont sorties. Le plus intéressant, ce sont les recommandations. Ouais. Alors les recommandations, à condition qu'elles puissent se traduire concrètement demain par un accord entre le Conseil européen, la Commission européenne et le Parlement européen. Par exemple, une des recommandations, c'était la fin de l'unanimité. On sait que pour obtenir un accord sur bien des dossiers, pas tous, mais sur bien des dossiers, il faut l'unanimité des 27. C'est évidemment une très belle recommandation et c'est d'ailleurs très intéressant qu'elle soit venue aussi de la part de citoyens qui s'indignent en disant mais c'est quoi cette histoire? Il y a un pays qui bloque tous les autres par rapport à des évidences sur le plan, on va prendre l'enjeu climatique ou on va prendre le plan de relance en son temps, etc., avec des blocages. Alors que c'est des enjeux qui sont des enjeux tellement cruciaux pour la société, dus à un pays effectivement qui bloque tous les autres. Alors je le souhaite évidemment. Malheureusement, désolé d'être un tout petit peu moins optimiste, mais pour abroger l'unanimité, il faudra obtenir l'unanimité, ce qui ne va pas être évident, puisque certains États membres voudront continuer à avoir effectivement ce vote de veto, sous forme de veto qui peut exister au niveau du Conseil européen. Au départ, c'était une belle idée de dire qu'il fallait l'unanimité. C'était pour éviter que les pays les plus importants, quelque part, n'imposent leur vue à des pays, à des plus petits pays. Puis c'était utilisé de façon un peu détournée, si je puis dire, par certains États membres. Merci Benoît Ludgen, merci Yasmina Aboudar de vous être arrêtée à la Station Europe. Merci à Pascal Simard et à toute l'équipe qui a réalisé cette émission ici au Parlement européen. Et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau numéro de Station Europe.